Il y a une chose dont je n'ai parlé qu'en passant, c'est la question de l'économie et des différentes sortes de sociétés économiques dont j'avais distingué l'activité naturelle, disons l'agriculture au sens large, c'est-à-dire ce qui produit la nourriture, qui est ce qui est le plus proche de la nature, et puis l'activité artificielle ou industrielle. J'avais parlé du commerce naturel, c'est-à-dire du commerce pour l'échange de ces biens, naturels ou artificiels, et puis du commerce qui n'est pas naturel, c'est-à-dire la finance. Bon, je vous avais dit ce qu'il fallait en penser. Alors, une note que donne Aristote à ce propos, donc c'est le problème du statut particulier du commerce. Alors, ceci vaut pour le commerce naturel, ça vaut a fortiori pour le commerce non naturel. C'est que le but du commerce, c'est de pallier aux insuffisances. L'objet du commerce, c'est de pallier aux insuffisances. Donc on fait du commerce, on a recours au commerce pour échanger des biens, parce qu'on manque de certains biens, on a recours au commerce pour acheter des choses qu'on n'a pas. Et alors ceux qui produisent les biens artificiels échangent avec ceux qui produisent les biens naturels par l'intermédiaire de la monnaie. Donc le commerce est nécessaire parce que chacun, surtout aujourd'hui, où tout est spécialisé, eh bien aucune famille, aucun homme ne peut prétendre produire tout ce dont il a besoin. Il produit certains travaux, certaines choses, et qui sont spécialisées, et il a besoin de toutes les autres. Donc le commerce a une très grande importance pour cela. Bon. Mais vient à se poser le problème alors du commerce entre les cités, du commerce entre les différentes cités. Donc non plus seulement du commerce qui met en présence deux citoyens, deux personnes d'une même cité, mais d'échange de biens entre différentes cités. Eh bien le principe est le même, le commerce n'a d'intérêt que pour pallier à l'insuffisance. C'est-à-dire que dans une cité, on ne trouve pas tout ce dont on a besoin, donc on a recours au commerce pour importer les biens dont on manque, en échange de quoi il faut exporter d'autres biens pour pouvoir les payer. Bon, par l'intermédiaire de la monnaie aussi qui sert de moyen d'échange, mais en fait tout se ramène à un échange de biens, parce que la cité n'est pas autosuffisante, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'une cité n'est vraiment cité que si, et précisément, elle est autonome. Donc, si commerce il y a avec l'extérieur, ça doit être réduit au minimum pour que la cité puisse conserver son existence. Effectivement, si les biens essentiels, si des biens très importants manquent en quantité importante, eh bien la cité n'est plus autosuffisante. Par le fait même, elle perd son indépendance. Donc, pour la force d'une cité, il est essentiel de viser à l'autosuffisance économique et de n'avoir recours au commerce que comme palliatif. Donc tous les genres d'activités économiques existent dans cette cité et qu'elle n'ait recours au commerce que de manière complémentaire. Si on considère que le but de la cité, le but de l'organisation sociale, c'est le bien commun, politique, l'existence de la cité, ça implique que le commerce ne doit avoir qu'un rôle secondaire, un rôle de palliatif, et non pas un rôle de premier plan. Et c'est pourquoi Aristote dit que les commerçants doivent être relativement peu nombreux dans la cité. Les commerçants doivent être relativement peu nombreux dans la cité parce qu'eux, ils n'ont pas intérêt à ce que la cité soit autosuffisante. Au contraire, plus il y aura de commerce, mieux ça vaut. Donc le commerçant, en tant que commerçant, sera forcément moins uni à la cité, moins dévoué au bien commun. Donc une trop grande abondance de commerçants dans la cité est dangereuse pour la cité. S'il y a trop de financiers, s'il y a trop de commerçants, la cité est en péril. Le commerce par lui-même tendra à être international et donc à détruire la cité. On me dira, il y a des cités commerçantes. Oui. Alors effectivement, on peut se poser le problème, mais une cité commerçante, qu'est-ce qui se passe? Si son activité essentielle, c'est le commerce, c'est-à-dire une cité qui n'a pas les moyens d'avoir de l'agriculture, d'avoir une industrie, mais qui ne fait que du commerce, ben, c'est une cité très fragile. Vous voyez. C'est une cité très fragile et en même temps dominatrice. Précisément parce que, par son commerce, je dirais, elle est en dehors des conditions de vie d'une cité. Par son commerce, elle a tendance à être internationale.
Elle n'est plus liée à une terre. Elle est beaucoup moins liée à une terre. Voyez. À la limite, la situation d'une cité commerciale, c'est une situation pratique pour les communications. Donc ce dont vous parlez, là, le problème du commerce, évidemment, est lié aux apatrides. Un apatride, quelqu'un qui a perdu sa patrie, bon, soit par sa faute, soit parce que le peuple a été massacré par un génocide, c'est le cas des Arméniens par exemple, est forcément conduit par la force des choses à devenir commerçant. Il n'a plus de terre, il n'a plus de territoire, il n'a plus de patrie. Alors par le fait même, lui, il est indifférent aux patries, et puis en plus, il n'a pas la base pour s'installer, je dirais, pour avoir une industrie ou une agriculture, donc il aura tendance à être commerçant. Il sera par le fait même commerçant, mais je dirais que ce n'est pas par choix forcément délibéré. Voyez. Alors il y a des cités commerçantes dans l'histoire, mais les cités commerçantes sont fragiles parce qu'elles ont beaucoup moins le sens du bien commun. Et d'ailleurs, ça explique, d'ailleurs, les cités commerçantes étaient des cités qui, au plan militaire, étaient fondées sur des mercenaires. Ce n'est plus les citoyens qui défendent leur patrie, c'est des mercenaires étrangers qui la défendent. Et par le fait même, au plan politique, c'est très fragile. C'est ce qui a perdu Byzance. Enfin, il y a de multiples raisons, mais une des raisons, c'était ça aussi. À partir du moment où les gens ont perdu le sens de la patrie, l'armée est tenue par une armée de métier, par des mercenaires, mais qui ne sont pas... Il peut y avoir une armée de métier par des gens du pays, mais lorsque c'est une armée de métier par des mercenaires, des gens qui se fichent éperdument du pays, qui viennent là pour gagner de l'argent, et puis c'est tout, vous voyez tout de suite la fragilité du système. Alors que l'attachement à la terre, évidemment, forge le patriotisme. C'est ce qui fait la différence, vous voyez, entre la force de la Russie, quels que soient les avatars qu'elle puisse avoir, par ailleurs, la force de la Russie, c'est que c'est un pays où les gens croient à leur terre. Ils sont attachés à leur terre. La terre russe, c'est quelque chose. Dès que la Russie n'est pas un pays expansionniste au sens de la colonisation outre-mer, c'est un pays expansionniste au sens de la terre, pour différentes autres raisons qui tiennent également à la mystique. Bon. Donc la Russie est expansionniste, mais au sens de l'extension des terres. Mais pas au sens des colonies d'outre-mer, vous voyez. Tout à fait autre chose. Le patriotisme russe est très fort, c'est un attachement à la terre. Et c'est en même temps un peuple, disons pour la région de Moscou, en tout cas très commerçant. Et ça, c'est pas incompatible. Mais voyez, pour une cité, le but, c'est d'être autosuffisant, d'être fort, d'être capable de se vivre en elle-même. À partir du moment où il y a trop d'échanges avec l'extérieur, la cité perd son unité, son bien commun, son âme même. Parce qu'il importe l'échange des produits, l'échange des hommes, produit l'échange des cultures. Alors la connaissance réciproque des cultures peut être un enrichissement, mais le mélange des cultures est un appauvrissement. Les cultures se détruisent mutuellement. Quand les peuples se mélangent, par exemple, mais il n'y en a aucun qui parle une langue correcte. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. En France, par exemple, vous avez une multitude d'immigrations. Alors le problème, c'est que ces pauvres gens n'ont plus de langue maternelle. Ils ne connaissent pas leur propre langue. Ils ne connaissent pas non plus le français. Voilà le problème. C'est un des problèmes actuels, c'est ça. Ils ne parlent pas le français, ils ne parlent pas non plus leur propre langue. La cité perd sa personnalité par cette trop grande quantité d'échanges. Donc l'abondance de commerçants est dangereuse pour la cité. L'armée, c'est une activité politique, essentiellement politique. Donc, dans les gens qui travaillent dans la cité, vous avez ceux qui ont les activités économiques de production des biens, et puis vous avez ceux qui sont dans le domaine moral, dans le domaine politique. Donc les princes, les magistrats, les militaires, ce sont les politiques. C'est une autre classe de la cité. Et puis il y a une troisième classe de la cité dont nous avions parlé, c'est ceux qui s'occupent de la religion, qui s'occupent, disons, pour être plus philosophe, disons, de la contemplation, de la philosophie, de la sagesse, on dirait aujourd'hui, de la culture, mais le terme est trop vague, parce qu'il est con. Bon. Mais c'est autre chose. Voyez. Alors les militaires, voyez, les militaires, eux, et les politiques d'une manière générale, ne sont pas des activités productrices économiques. Donc ils ne vendent pas. Ce ne sont pas des gens qui vendent des produits. Ce ne sont pas des gens qui produisent quelque chose. Alors, comment vivent-ils ? Ils vivent selon la justice distributive. C'est la cité qui les récompense de leur service. Donc, ceux qui ont l'activité économique ordonnée au bien commun, pour le bien commun, doivent, selon la justice légale, communiquer une partie de leurs biens à la cité, par les impôts. Et la cité redistribue
le produit des impôts à ceux qui se dévouent au service de la cité, non pas en produisant des biens, mais par leur activité morale et politique. Donc les magistrats, les militaires, les princes, les hommes politiques. Non, le commerce des armes, c'est une activité économique qui est au service de l'armée. C'est tout, c'est une activité économique qui est au service de l'armée. Donc, soit il s'agit d'une annexe de l'armée, alors on peut dire que ça fait partie de l'armée, mais ce n'est pas vraiment une activité économique, parce que ce n'est pas des objets qui permettent de vivre, vous voyez, qui permettent qui ne se rapportent pas à la vie quotidienne, c'est autre chose, vous voyez, c'est pour la défense, donc donc c'est pas vraiment c'est une activité accidentellement économique, mais qui se rapporte à la politique. Maintenant, si on parle du commerce international des armes, ah bon, alors là c'est autre chose, mais c'est plus l'armée à ce moment-là, même si ça appartient au ministère de la Défense, je ne sais pas, mais ce n'est plus l'armée, c'est une activité de commerce. Et alors oui, on peut se demander si c'est parfaitement... si ça ne présente pas si c'est pas quelque chose de dangereux dans ce commerce. Vous voyez, on voit tout de suite le danger que ça peut présenter. Si pour avoir de l'argent, la cité livre ses moyens militaires. Vous voyez, c'est quelque chose d'un peu, comment dirais-je, inconséquent là-dedans. Vous voyez. Et dans ce domaine du commerce des armes entre pays, intervient la justice, je rappelle, la justice commutative. Pas la justice légale, il n'y a pas de bien commun. Il ne faut pas dire que le commerce des armes est immoral, qu'il va contre la justice commutative, mais il peut aller contre la justice commutative. Effectivement, provoquer des guerres entre pays pour vendre des armes, c'est clair, c'est contraire à la justice commutative, c'est tout à fait évident. Mais bon, aider un autre pays dans sa défense, bon, en soi, c'est pas... Qu'il y ait des alliances entre pays, bon, en soi, c'est rien d'injuste en soi. Mais le commerce des armes pose un problème. Comme le commerce des armes et le commerce du blé, ce n'est pas la même chose, quand même. Une difficulté parce que c'est quelque chose d'essentiellement politique. Ce n'est pas un moyen de vie, ce n'est pas un objet d'industrie, ce n'est pas de la nourriture, ce n'est pas un moyen destiné à développer le confort ou le bien-être, pas du tout. C'est quelque chose d'essentiellement ordonné à la politique. Bon, entre parenthèses, je me permets de faire remarquer que l'armée, donc le service du bien commun, donc l'armée est ordonnée aux politiques. Donc il est normal que l'armée soit soumise aux hommes politiques. Normalement, de soi. Vous savez, les finalités de l'armée, c'est la sauvegarde de la cité. Donc ce sont les hommes politiques qui doivent dominer l'armée, non pas l'inverse. Bon. Maintenant, il peut se faire que l'armée, étant le seul corps d'État, il peut se faire que dans certains pays, le seul corps d'État fiable, peut être l'armée. Alors à ce moment-là, l'armée assume une mission politique, ce qui en soi n'est pas logique. Enfin, les objets sont relativement différents. Bien, c'est quand même la politique, mais un aspect de la politique peut spécifier. Donc de soi, l'armée ne devrait pas être l'homme politique. L'homme militaire ne devrait pas être un homme politique. Bon, c'est pas la même chose. Bon, il peut se faire accidentellement qu'en certains pays, il n'y a que l'armée qui tienne à peu près correctement. Donc elle assume des tâches strictement politiques. Mais en soi, c'est dangereux. Parce que la prudence militaire et la prudence politique, ce ne sont pas les mêmes choses. L'habitude, c'est quand même différent. Les vertus sont différentes. L'armée ne prépare pas de soi à une activité politique. Et on trouve parfois de grands militaires, mais qui ne sont pas des bons politiques. Alors, bien sûr, l'impôt, on peut se poser la question de la justice des impôts. Bon. Il y a des dépenses, des actes, des activités qui sont organisées, qui sont faites par la cité, qui sont bonnes, qui font partie du bien commun, qui sont ordonnées au bien commun, et donc il est juste, donc obligatoire, moralement obligatoire, que ceux qui ont les activités économiques communiquent. Il ne faut pas appeler donner, ce n'est pas gratuit, c'est un devoir, c'est une justice, qu'on doit donner une partie de ses biens, qu'on doit communiquer une partie de ses biens pour le bien commun. C'est une chose juste. Donc payer ses impôts en soi est une obligation morale. Bon, il y a une obligation morale au plan philosophique, c'est-à-dire vis-à-vis du bien commun, et en conséquence, si on voit la chose d'un point de vue théologique, alors il y a en conséquence aussi une obligation morale au sens de la morale théologique. Mais alors, comme vous le dites, il peut se faire que ces biens soient utilisés par la cité, par l'État, non pas en vue du bien commun, mais en vue du bien particulier de certains individus, ou bien
de manière dépravée et que ça contribue non pas au bien commun mais à la dégénérescence de la cité, comme par exemple la propagande pour le sida et autre chose du même genre. Bon. Alors en soi, c'est sûr qu'à ce moment-là, l'impôt n'est plus juste. L'impôt n'est plus juste. Et qui plus est, alors du fait que, à cause de tout cette... il y a aussi d'autres choses, c'est que la cité peut prendre en main des choses qui n'appartiennent pas aux politiques. Dépenser beaucoup d'argent pour des choses qui ne devraient pas relever de la cité. Donc il y a trop de dépenses, autrement dit. Une part importante des dépenses qui est mauvaise. Par le fait même, les impôts deviennent injustes. Et à ce moment-là, il devient moralement possible de refuser de payer les impôts. Est-ce que pratiquement c'est possible? Ça, c'est un autre problème. Mais moralement, il devient alors possible de refuser de payer une partie des impôts. Ce n'est plus une faute morale. Ça ne va plus contre le bien commun, et ça ne va plus contre la morale, donc ça ne va plus contre la morale politique, et ça ne va pas non plus contre la morale théologique, la morale chrétienne. Dans ces cas-là, et on peut penser que nous sommes actuellement dans ces cas, que l'État utilise l'argent de manière injuste, et en conséquence, au moins une partie des impôts devient injuste. Et en conséquence, frauder dans les impôts n'est pas un acte mauvais. Oui. Dans quelle proportion? Dans quelle proportion? C'est dans la proportion des mauvaises dépenses de l'État et dans la proportion où la répartition des impôts est injuste. Et puis il faut ajouter qu'il y a des choses qui sont baptisées impôts et qui sont simplement du vol. C'est-à-dire que, indépendamment du problème de la répartition des impôts, l'impôt doit porter sur la production des biens, sur ce que l'on produit, sur les activités économiques, sur les nouvelles richesses acquises, doivent servir au produit de l'impôt. Mais il y a des biens qui ne sont pas des nouvelles richesses acquises, qui sont des richesses déjà existantes. Auquel cas, je dirais, strictement au plan du droit naturel le plus abstrait, ce n'est pas injuste. C'est-à-dire parce que la propriété privée n'est pas de droit naturel immédiat. Ça ne découle pas immédiatement de la nature. Ce n'est pas le droit naturel, ce n'est pas les principes du droit naturel. C'est des conséquences du droit naturel. Donc dans une situation extraordinaire, la propriété privée n'est pas nécessaire, et donc dans ces situations extraordinaires, on pourrait admettre des impôts qui s'en prennent à des propriétés, et non plus seulement à des nouvelles richesses. Mais lorsqu'on est dans une situation ordinaire, donc une situation où la propriété privée est légitime, alors prendre des impôts, non pas sur des nouvelles richesses acquises, mais sur des biens déjà inclus dans la propriété, alors c'est injuste. C'est pourquoi les impôts d'héritage et l'impôt sur la fortune sont des impôts injustes. Les impôts locaux, voyez, sur le mot impôt, on recouvre beaucoup de choses. Oui, foncier. Alors là, je répondrai, voyez, sous le mot impôt, on recouvre beaucoup de choses. Je veux bien qu'au plan de la science économique, ça ne pose aucun problème, mais au plan de la philosophie, ça en pose quand même, voyez. Dans l'impôt foncier, il y a quelque chose de juste, de légitime. Mais cette fois, ce n'est pas un impôt qui porte sur des richesses, en soi, c'est un impôt qui se justifie par le fait que la cité assure le maintien des propriétés par la sécurité publique, par l'entretien de certaines conditions d'irrigation, de communication, etc. Alors il est légitime qu'elle réclame une contribution pour ce genre de choses. L'enlèvement des ordures, par exemple, c'est un service, il faut le payer, c'est normal, vous voyez. La sécurité publique, tout ça, c'est des services. Alors c'est des services qui protègent la propriété, donc il est normal que la propriété rétribue ses services. Je pense là, c'est tout à fait légitime. L'impôt foncier, en ce sens-là, est légitime. Si l'impôt foncier sert à couvrir ce genre d'activité. Maintenant, si ça sert à n'importe quoi, oui, alors effectivement, ça devient injuste. Alors, pour poser le problème des impôts directs et des impôts indirects. Alors, les impôts directs, sont justes. En soi, je vois à première vue, on pourrait réfléchir là-dessus, mais en soi, je ne pense pas qu'on puisse qualifier d'immoral, d'injuste, l'impôt direct ou l'impôt indirect. Je crois qu'il y a deux modes d'imposition. L'impôt direct, c'est une répartition au niveau des richesses. L'impôt indirect, ça revient un peu aux richesses du fait que les gens qui dépensent, c'est des gens qui ont de l'argent, vous voyez. Donc l'État assure un certain service pour la protection de l'industrie, pour le commerce, donc que ce service soit rétribué, c'est normal, vous voyez. Donc que certains produits soient taxés, en soi, il n'y a rien d'illégitime,
Hein. D'autant plus que, bon, certains impôts, vous parlez de l'impôt sur l'essence, bon, l'État assure les routes, assure les communications. Donc c'est un peu normal que ces services soient payés par ceux qui les utilisent. Voyez. Bon, alors il peut y avoir une injustice, peut-être, au sens où certains produits seraient taxés de manière exagérée, parce qu'on sait que ceux qui les utilisent ne peuvent pas faire autrement que de s'en servir, donc on sait que le produit sera toujours bon. Voyez. Tandis que si on met des impôts sur d'autres produits et que les gens les achètent moins et s'en servent moins, bon, alors l'impôt ne rapportera plus qu'on espérait. Voyez. Bon, il peut y avoir des injustices dans la répartition des choses, ça c'est possible. Mais en soi, ce n'est pas... À voir les choses de manière universelle, je ne vois pas de problème à ce point de vue-là. Il faudrait voir les choses plus en détail alors. Le problème est au niveau des dépenses de l'État, vous voyez. Il y a des dépenses qui sont injustes. Il y a des protections d'injustice, de vol, tout simplement. On entretient des gens qui ne servent à rien, par exemple. Bon, ça peut servir à... Vous savez, tous les problèmes de fausses factures, d'emplois fictifs, autre chose du même genre, où alors effectivement, là, il y a du vol, tout simplement, une injustice. Alors, si les impôts servent à financer cela, c'est manifestement une injustice. Vous voyez, dans ce cas, il devient moral de frauder, oui. Et les dépenses de l'éducation nationale ? Là aussi, en soi, que l'État assure une mission éducative, c'est normal. Donc il y a des dépenses qu'on pourrait qualifier dans le poste de l'éducation nationale. En soi, c'est légitime qu'il existe, que la cité se préoccupe de l'éducation et donc qu'elle ait certaines dépenses qui concernent l'éducation. Évidemment, si cette éducation est pervertie, ou gaspille, tout simplement, par une mauvaise gestion des choses, par des dépenses étrangères, des gaspillages de matériel, autre chose de ce genre, à ce moment-là, oui, les impôts deviennent injustes. Bon, alors, par suite de toutes ces conditions, les impôts, aujourd'hui, on peut penser qu'ils deviennent injustes. Donc, à ce moment-là, il devient moral de frauder. Alors, vous verrez ça dans les cours de théologie morale. Dans quelle mesure ? Parce que là, on se pose le problème non pas seulement au niveau politique, mais au point de vue de la morale personnelle, qui est d'ordre théologique. Donc, je ne vais pas en traiter ici. Bon. Vous étudierez ces questions en théologie morale. Et vous verrez qu'effectivement, aujourd'hui, eu égard à la situation présente, il devient moral de frauder, hélas. Ah oui, alors les taxes de douane, qui ont pour but de protéger l'économie du pays, sont parfaitement justes. Vous voyez, là, on appelle ça aussi des impôts, mais ce n'est pas la même chose. Il s'agit de protéger l'économie locale, l'économie de la cité. Oui, alors c'est tout à fait juste. La protection des frontières est tout à fait juste, parce qu'elle doit conserver l'économie du pays, qui est la base matérielle du bien commun. Donc, oui. Et alors, de fait, frauder à la frontière est contraire au bien commun. Bon, il y a des tolérances. De même, l'État lui-même considère qu'il y a des tolérances, vous voyez. Mais quand ça dépasse certaines proportions, il y a certainement une faute contre la justice. Donc je pense que on peut dire dans un premier temps que pour son bien personnel, surtout pour des objets qu'on ne trouve pas dans le pays, ça se justifie. Mais quand ça devient carrément de la contrebande organisée, si j'ose dire, vraiment que ça peut avoir un impact sur l'économie du pays, là ça devient injuste de frauder dans les douanes, tout à fait. Vous savez, la santé relève de l'État ou bien... Alors la santé, est-ce qu'elle relève de l'État ? En partie, parce que ça fait partie du bien commun aussi. Vous voyez, si la santé du peuple est mauvaise, le bien commun s'en ressent. Donc l'État doit avoir une certaine politique au plan de la santé. Donc c'est normal qu'il y ait quelque chose de ce point de vue-là. Bon. Alors ça ne veut pas dire que tout ce qui fonctionne dans ce domaine doit relever de l'État. Ça ne veut pas dire que la médecine doit être nationalisée, etc. C'est autre chose. Hein. Mais que l'État s'en préoccupe, oui. Qu'il y a un poste, je dirais un ministère qui s'occupe de cette question. S'il y a une épidémie, par exemple, c'est bien du bien commun, ça quand même. Donc que l'État prenne des mesures contre les épidémies, c'est juste, c'est légitime, oui. Et donc le système sécurité sociale est tout à fait fondé. Non, alors attendez, vous parlez du système sécurité sociale, il ne faut pas mélanger les choses. Que l'État s'occupe de la santé, qu'il veille à la bonne santé du peuple, oui. Et qu'il prenne des mesures en conséquence, oui. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la santé ? Eh bien, la santé, d'abord, je dirais c'est un bien du corps. Donc c'est un bien qui relève de la personne. Donc de soi, la santé est une question privée. Il y a un aspect de la santé qui relève du bien commun, mais d'abord c'est une question privée, personnelle. Donc de soi, l'État n'a pas à intervenir dans ce domaine. Il n'y a pas de justice qui intervienne là. Maintenant,
il est conforme au bien commun. Il faut toujours raisonner en termes de bien commun. Voyez, il est quand même conforme au bien commun que la santé, que la population puisse, d'une manière générale, être en bonne santé. Alors, par conséquent, si le soin de la santé, le soin ordinaire de la santé, est hors de portée des personnes, bon, il est normal que la cité s'en préoccupe. Mais c'est dans la mesure où le bien commun est en jeu, vous voyez. Donc faire un droit, le droit à la santé, ça ne veut rien dire. C'est absurde, vous voyez. D'abord parce que le droit à la santé, bon, s'il y a des maladies incurables, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. C'est pas... Il faut... Vous voyez, on reprend au grand principe. Il faut que le bien commun... Or, le bien commun entraîne qu'il doit y avoir une certaine répartition des richesses et qu'il n'y ait pas de gens trop pauvres ni de gens trop riches. À partir du moment où la maladie peut causer la misère, alors il est normal qu'il y ait une intervention de la cité. Ensuite, il faut comprendre que, reprenons aussi le fait que les personnes ne sont pas membres immédiats de la cité, mais elles sont membres de la cité par la famille, par la commune, par les provinces ou les cantons, et puis par ailleurs, elles sont membres de communautés professionnelles, etc. Bon, eh bien, je vois, le problème de la santé, il se pose au niveau de chaque communauté. Le problème de la santé personnelle, d'abord, doit se régler au plan de la personne. D'abord, la personne doit faire ce qui lui appartient. Bon. Ensuite, il doit se régler au plan de la famille. Et ce n'est que si la famille n'arrive pas à régler ce problème de santé, qu'il est normal que la commune ait une certaine intervention, qui serait à voir, à discuter, vous voyez. Donc, ce problème de la santé devrait être réparti entre les différents corps qui composent la cité. Vient aussi le problème des assurances sociales. Bon, il faut voir ce que c'est qu'une assurance sociale. Voyez, il faudrait distinguer cette idée que l'État doit subvenir aux dépenses de santé, ce qui n'est pas juste, voyez, à un autre problème, est-ce qu'il est légitime qu'il y ait des assurances sociales, c'est-à-dire des systèmes d'épargne, en définitive, c'est ça, on met de l'argent de côté pour subvenir aux dépenses de santé qui risqueraient d'arriver. Au départ, ce type d'épargne est familial. C'est-à-dire que la famille prévoit les dangers qui peuvent lui arriver en faisant des économies, de manière à subvenir aux difficultés. Alors on peut dire, mais est-ce qu'il n'est pas légitime que cette épargne soit regroupée et que les familles puissent s'entraider les unes les autres en cas de difficulté? Oui, c'est parfaitement légitime. À ce moment-là, c'est les familles ou les communes qui s'associent pour se venir en aide. Et donc, il y a des assurances sociales. Mais elles sont du domaine privé. Ce n'est pas... Alors, ça ne devrait pas être des sociétés de commerce, mais il n'y a pas de raison pour que ce soit d'État. C'est d'ordre politique, me semble-t-il, d'ordre politique. Mais pas forcément d'ordre national ou au niveau de la cité. Ça doit être réparti entre des différents corps. Oui, mais si une cité se porte bien, il n'y a pas de raison que... Si, de par l'environnement général, les gens sont en bonne santé, il n'y a pas de raison de se poser de problème. C'est sûr. Maintenant, la nature humaine étant ce qu'elle est, le problème existe. Mais, voyez, le problème de la sécurité sociale, c'est d'abord un problème... Comment le système est-il injuste? Le système est injuste parce qu'il est centralisé, au lieu d'être réparti entre les différents corps professionnels. Voilà pourquoi le système est injuste. Ensuite, eh bien parce qu'il est mal géré, tout simplement. C'est du gaspillage, il y a du vol, tout simplement. Il y a de l'escroquerie derrière, c'est évident. Voyez. Et puis également, aussi parce... Alors, ça rentre dans le même problème. Et la question de la gestion, c'est qu'il n'y a aucun critère dans ces dépenses. Donc la technique médicale progresse, elle devient de plus en plus chère, et il n'y a aucun critère pour gérer cela. Voyez, est-ce qu'il est légitime de dépenser beaucoup d'argent pour sa santé? C'est une question qu'on peut se poser. Et le problème se pose au niveau de la personne, au niveau de la famille, au niveau de l'État. Le gonflement des dépenses de santé. Quand c'est centralisé, il n'y a plus de responsabilité, tout le monde s'en fiche. Quand une dépense est réglée au plan de la famille ou de la commune, on fait attention à ce qu'on fait. On n'achète pas des médicaments qui servent à rien, on ne fait pas des installations inutiles. Mais quand tout est réglé au niveau d'un organisme centralisé, c'est du gaspillage, voyez.
Et puis vous voyez, vous avez des hôpitaux qui sont extrêmement confortables. Bon, mais c'est très bien qu'ils soient confortables en soi. En soi, c'est une très bonne chose qu'un hôpital soit confortable. Mais est-ce que les dépenses qu'on a mis là-dedans sont raisonnables par rapport au bien commun? Est-ce qu'il est raisonnable qu'une telle part du budget de l'État soit engloutie dans le confort médical, qui en soi est très bon, je ne dis pas le contraire. Mais posez le problème au niveau d'une famille, vous voyez. Bon, vous avez les biens que vous avez, vous avez le train de vie qui correspond aux biens que vous avez. Bon, au-delà, c'est déraisonnable, c'est tout. C'est au père de famille de gérer ses biens, et c'est très bien qu'il ne peut pas vivre n'importe comment, on a certaines limites, voyez. Alors ce problème se pose au niveau de tous les corps de la cité. Est-ce qu'on peut se permettre ces dépenses ou pas? Est-ce qu'on est assez riche pour ça? Voilà le problème. Alors si on est assez riche, eh bien, pourquoi pas, après tout, hein? Mais si c'est pas possible, eh bien, c'est l'État qui payera. Voilà. Alors on vit maintenant dans cette mentalité, et l'État se ruine, il n'y a pas de gestion en fait. Les choses ne sont pas gérées. À partir du moment où vous cassez, voyez, ce problème de centralisation, c'est-à-dire de destruction des corps intermédiaires, provoque le désordre dans tous les domaines. Donc en particulier dans le problème des dépenses de santé, et dans d'autres domaines. Le problème de l'éducation aussi, etc. Chaque fois que vous avez une structure centralisée avec une destruction des corps intermédiaires, vous entraînez une destruction politique et en même temps une destruction économique. Vous entraînez le gaspillage, tout simplement. Alors, donc il y a un gaspillage dans les dépenses de santé, il y a un gaspillage dans les dépenses d'éducation, là aussi. L'équipement scolaire. Bon, en soi, c'est très bien d'avoir des beaux livres avec des illustrations en couleur, d'avoir des belles salles, d'avoir des beaux ordinateurs et tout ça. En soi, c'est très bien, ça, que personne ne peut être contre. Est-ce qu'on a les moyens de s'offrir ça? Et aujourd'hui, on pense que oui, et tout le budget de l'État passe là-dedans. Bon, très bien, mais à côté de ça, il y a des choses qui ne sont pas... les impôts sont trop lourds. Alors les impôts étant trop lourds, l'économie ne peut pas marcher, et puis c'est tout l'ensemble du système qui est dépravé, vous voyez. Donc les impôts sont... Pour couvrir cet ensemble de dépenses, on est obligé de faire des injustices, avec des impôts sur les fortunes, et puis on multiplie les impôts et les impôts sur les impôts, contributions sociales généralisées, et tout ce que vous voudrez, et on n'en sortira pas. Et les gouvernements soi-disant de droite n'ont rien d'autre, n'est-ce pas? Ils n'ont qu'une idée géniale, c'est d'augmenter les impôts. Comme quoi d'ailleurs, on voit bien que c'est la même idéologie qui les gouverne. Il y a un problème de fond, le problème de fond n'est pas réglé, on augmente les impôts, c'est tout. Bon, voilà. On voit d'ailleurs comment la restauration d'une cité n'est pas d'abord un problème économique, vous voyez. Aujourd'hui, bon, on dit il y a le chômage, etc. Bon, très bien, puis dans les pays de l'Est, c'est encore pire, c'est vraiment la catastrophe, etc. Et on dit, bon, c'est un problème économique, et on essaye de régler cela par des remèdes d'ordre strictement quantitatif. Bon, alors soit par des taux d'intérêt qui montent et qui baissent, des monnaies internationales ou nationales, on pose le problème, c'est un problème politique, qu'on veut résoudre par des moyens quantitatifs, alors que c'est un problème politique, donc un problème moral. S'il y a tant de problèmes économiques, c'est parce que les structures politiques de nos pays sont fausses. C'est parce que les principes de vie économique sont faux, c'est-à-dire l'internationalisation et la centralisation. Tous ces principes sont faux, c'est ça qui conduit à la ruine, et on essaye d'y remédier par des mesures d'ordre quantitatif. Le problème est politique. Le problème, en fait, il regarde le bien commun, il regarde tout ce que nous avons vu. Et le problème, il est là, et le reste, l'économie s'en suivra. Si on resterait les pays de manière politique, eh bien l'économie se remettrait en route sans problème. Mais on veut commencer par les productions des richesses, on prétend vouloir restaurer ou améliorer la vie en s'attaquant aux problèmes techniques, strictement techniques, et en fait on ne résout rien, on n'en sortira pas. Je crois que si, un homme voulait avoir une action politique, positive, eh bien il faudrait restaurer la famille et les corps sociaux. Restauration de la famille et des corps sociaux dans le domaine politique et dans le domaine économique. Donc restauration de la petite entreprise et restauration des corps sociaux qui sont les communes, les provinces, etc. Mais alors lesquelles ont été complètement détruites. Alors comment les restaurer sans faire d'artificiel? Ça, c'est bien une difficulté. Quand tout est rasé, pour reconstruire, c'est pas facile. Alors, faire des structures administratives intermédiaires, ça sert à rien, ça. Il faut susciter les initiatives de base qui concourent à la restauration des corps sociaux, la restauration des corps professionnels. Donc en fait, c'est plutôt une œuvre éducative. Oui, c'est une œuvre éducative plus que politique, mais qui ne peut pas s'opérer sans le politique. Qui ne peut pas s'opérer sans le politique, vous voyez. Vous voulez restaurer la famille.
Oui, mais bon, restaurer la famille, c'est bien gentil, mais ça suppose des lois de protection de la famille. Et puis ça suppose des lois qui regardent également les impôts et les allocations, etc. Vous voyez, bon, le problème des allocations familiales, vous auriez pu poser la question. Les allocations familiales, est-ce que c'est juste, n'est-ce pas, en parlant des allocations familiales, on pourrait dire, mais écoutez, quand même, avec les allocations familiales, alors vous avez des gens qui payent pour la vie des enfants des autres. C'est pas normal. Mais si, c'est juste. Pourquoi c'est juste? Parce que les familles concourent au bien commun. Ça ne se voit pas à première vue à court terme, mais à moyen terme, le fait que les familles puissent vivre convenablement et qu'il y ait des familles nombreuses, c'est bon pour le bien commun. Donc c'est normal que la cité vienne en aide aux familles. Tout à fait, c'est parfaitement juste. Quoi? Ah, écoutez, alors la question, c'est là, le problème que vous posez, c'est une question de savoir. Non pas, vous voyez, le problème, c'est pas une restauration politique dans l'abstrait, c'est une restauration politique aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on se dit, mais écoutez, il y a un système politique, bon, dont nous avons vu ce qu'il valait, je vais vous expliquer ce que c'était que la démocratie moderne, etc. Bon, mais alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut bien savoir de toute façon qu'une restauration politique, ça ne peut pas être par le système démocratique, c'est clair. On ne peut pas espérer qu'un système qui est fait pour et calculé pour la destruction puisse servir de soi percé à une restauration politique. Donc vouloir espérer une restauration politique par des tactiques électorales ou par des moyens électoraux, c'est certainement illusoire. Bon, de toute façon, ce n'est pas cela qui fait la restauration politique. La restauration politique, c'est les actes du gouvernement. Donc tant qu'on n'est pas au pouvoir, on ne peut rien faire. Bon. Donc le plus urgent, c'est chacun à son niveau de faire ce qu'on peut faire au niveau de la restauration des choses. Donc les familles, et puis, je dirais, les communautés interfamiliales. Que des familles se rendent service les unes les autres, essayer de reconstituer le tissu social par des sociétés, par des associations culturelles, sportives, religieuses, etc., de manière à créer des liens sociaux, encourager, restaurer des petites entreprises, etc. Ça, ça on peut le faire, autant qu'on peut le faire, en tout cas, il faut le faire. Et ça, c'est un travail certainement beaucoup plus profond. Bon, ceci dit, il ne faut pas rêver. Il faut bien être lucide, ce qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est quand même relativement limité. Et à côté de cela, vous avez un système politique qui continue d'être destructeur. Alors que l'on essaye d'agir également au niveau du système, sans se faire d'illusions, mais en faisant ce qu'on peut faire, ben oui, bien sûr. Or, on peut quand même faire quelque chose, voyez. On peut quand même faire quelque chose. Donc on essaye d'intervenir dans l'intérieur en se rangeant dans le système sans l'approuver, sans le conforter, mais en utilisant les moyens qu'il a, pour autant que les moyens ne soient pas pervers en soi. Bon, c'est là qu'il faut vraiment voir avec une certaine justesse d'appréciation dans quelle mesure participe-t-on à la malice du système, dans quelle mesure n'y participe-t-on pas. Bon, bien dans la mesure où il y a des moyens qui existent, donc les moyens électoraux, qui, dans leur essence, sont mauvais, mais dont le fait de s'en servir n'est pas en soi immédiatement pervers, bon, qu'on s'en serve, bon, en soi, donc qu'il existe des ligues politiques et des partis politiques, qu'on y participe, en soi, c'est une bonne chose. Pour autant qu'on ne se fasse pas d'illusions, ce système est très limité. La vraie restauration, elle est ailleurs. La vraie restauration est ailleurs, mais il faut aussi agir sur ce plan-là. Il faut agir sur ce plan-là, dans la mesure où on a les qualités pour ça. Donc, effectivement, il est parfaitement légitime de travailler avec des partis politiques comme le Front National, ça je pense. Maintenant, se pose aussi le problème, et ça, nous quittons l'objet du cours, du problème de la collaboration avec des hommes qui n'ont pas la foi. Il y a des sociétés politiques qui ne sont pas catholiques, qui peuvent avoir éventuellement des idéologies mauvaises. Le catholique peut collaborer. La communication civile avec des incroyants, avec des païens, est possible, pour autant qu'il n'y ait pas de danger de corruption de la foi. Et pour autant que l'objet que l'on veut faire est bon. S'il y a un objet précis qui est bon, et s'il n'y a pas de danger de corruption de la foi pour la personne en question, c'est légitime. Alors c'est une question très... Donc, alors on peut, ça dépend de l'appréciation des circonstances. Donc quelqu'un peut dire, mais moi je pense que c'est dangereux pour la foi, et que l'objet n'est pas bon. Un autre dira, moi je pense que l'objet est bon, même si tout le bien n'y est pas, ce qui est bon. Et je pense qu'il n'y a pas de danger de corruption pour la foi. Donc, alors ça c'est une question d'appréciation des circonstances, alors les gens ne seront pas d'accord entre eux. Ça c'est possible on peut avoir sur ce plan-là des appréciations divergentes. Donc certains diront, non c'est pas possible de collaborer avec le Front National, d'autres diront c'est possible. Bon, c'est une question d'appréciation des circonstances. Et ça ne relève pas de la dogmatique, ça c'est sûr.
Ça relève de la prudence. Et c'est pour ça, je pense que ce n'est pas légitime de vouloir imposer des solutions au nom de la dogmatique. De vouloir user de son autorité sacerdotale pour imposer un jugement qui est d'ordre prudentiel, qui devrait être d'ordre prudentiel, en prétendant que c'est un jugement d'ordre théologique. Ce n'est pas vrai, ça c'est injuste. Et ce qu'il faut dans tous les cas que l'on veuille travailler dans le cadre d'organismes électoraux, de partis politiques, ou qu'on veuille travailler dans le cadre d'une restauration plus fondamentale, d'ailleurs l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs, mais de toute façon il faut étudier, il faut se former. Alors il est souhaitable qu'il existe des groupes, je ne sais pas sous quelle forme, enfin de gens qui étudient et qui travaillent. Et c'est sûr que c'est la dernière des choses à faire, de critiquer systématiquement tous les gens qui essayent de faire quelque chose en prétendant qu'il faut attendre le salut du ciel. Ça, c'est vraiment contraire à toute la sagesse de l'Église. Donc il est clair que quand on agit dans ce domaine politique, c'est sûr qu'on ne peut pas réaliser des choses parfaites, qu'on est obligé d'accepter la réalité telle qu'elle est, et donc que si un énoncé spéculatif doit être impeccable, on ne peut pas permettre une erreur, et c'est facile, relativement facile quand même de voir les erreurs spéculatives. Eh bien, quand on agit dans le domaine pratique, que voulez-vous, on fait des erreurs prudentielles, mais bien sûr, on peut se tromper. Je dirais la spéculation, c'est facile de ne pas se tromper. Si on a les principes, la prudence, c'est beaucoup plus difficile, donc on peut faire des erreurs d'appréciation. Alors, c'est pas parce que quelqu'un a fait une erreur de prudentielle, une erreur d'appréciation qu'il faut le fusiller, et critiquer tout ce qu'il fait, et démolir tout ce qu'il fait. Vous voyez, ça c'est contraire à la justice, contraire au bien commun, sans même aller plus loin, vous voyez. Vous savez, ce que vous dites sur le Front National, est-ce qu'on peut l'appliquer à l'armée? Parce qu'il y en a qui disent... Ah, mais alors c'est autre chose. L'armée, c'est un corps d'État. Vous voyez, la différence, c'est qu'un parti politique, c'est une structure artificielle. Bon, dans une société bien gouvernée, normale, il n'y aurait pas de parti politique. Ça ne devrait pas exister. Bon, mais eu égard aux circonstances qui sont là, on fait avec les moyens qu'on a. Bon, ça c'est autre chose. L'armée, c'est une chose bonne en soi. C'est une chose bonne, donc c'est quelque chose qui, de soi, dans son principe, existera toujours, toujours une armée dans un pays. Bon, alors de ce point de vue-là, c'est sûr qu'il y a plus de motifs de travailler dans l'armée. Alors maintenant, oui, mais eu égard à la situation de l'armée, est-ce que... Alors là, moi, j'avoue, je ne suis pas compétent. Est-ce qu'on peut espérer pouvoir faire un bon travail? J'avoue que je ne sais pas ce qu'il faut dire. En soi, travailler à l'armée n'est pas pervers, en soi. Maintenant, il y a aussi une chose, vous voyez... le problème du devoir d'État, on doit travailler, ça fait partie de notre nature de travailler et de nourrir notre famille. Bon, pour les gens qui ont une famille. Donc il faut travailler. Et où que vous vous tourniez, dans tous les domaines, quasiment tous les domaines de l'économie actuellement, et de l'économie et de la politique, où que vous vous trouvez, quel que soit le métier que vous choisissez, il n'y a rien à faire, vous vous heurtez à la corruption et au désordre. Où que ce soit. Alors il y a des organismes qui sont plus ou moins pourris, mais je crois qu'il faut être réaliste, vous voyez, dans tous les domaines, dans toute profession, il y a des problèmes. Alors dire on ne peut pas faire ce métier parce que, oui, mais on ne peut faire aucun métier, alors vous comprenez. Alors si, vous pouvez être agriculteur, peut-être encore, je ne sais même pas. Enfin, il faudra... qu'est-ce qu'il faut... Comment on vit dans le monde où nous vivons, et alors il ne faut pas soi-même, alors c'est difficile, on ne peut pas soi-même participer de manière active à l'injustice. Mais on peut être témoin de la justice, et alors c'est le rôle de la théologie morale, c'est ce qu'on fait en théologie morale, d'essayer de voir l'expliquer, de voir dans le détail, comment peut-on collaborer sans faire un acte objectivement mauvais. Vous voyez, quand la fin est mauvaise, ou quand l'objet que l'on fait est mauvais, c'est pas admissible, vous voyez. On ne peut pas, il n'y a rien à faire. Maintenant, quand on produit un objet qui est utilisé par quelqu'un d'autre pour le mal, mais qui en soi n'est pas mauvais, c'est pas forcément évident que l'acte soit mauvais. Il y a des cas où ce type de coopération est mauvaise, effectivement. Il y a d'autres cas où c'est plus éloigné et c'est admissible. C'est la théologie morale qui doit régler cette question, vous voyez. Mais à partir du moment où l'acte est spécifié comme mauvais, il est mauvais, il ne peut pas faire le mal, il n'y a rien à faire. Donc pratiquement, un médecin ne peut pas pratiquer un avortement pour garder sa place. Par exemple, ça c'est pas possible. L'avortement est mauvais, il n'y a rien à faire. Une infirmière ne peut pas coopérer immédiatement à un avortement pour garder sa place. Mais, ceci dit, est-il justifié de préparer des moyens qui peuvent servir à un avortement? Tout dépend si ces moyens sont vraiment spécifiés par l'avortement ou pas.
Il est des cas où c'est possible, des cas où c'est pas possible, et c'est pas évident de s'y reconnaître, et c'est pas évident de s'y retrouver. Alors faut pas faire attention, là je quitte un peu le terrain de la politique pour rentrer dans le domaine de la théologie morale.